Un jour d'octobre, en nous promenant à Martha dans un sentier de bois, la bonse, rappelle, Ernestine Bon, une cousine de Julien. La bonse et moi, nous avions décidé ce voyage dans un grand mystère. On allait vendre et démolir la maison de l'oncle Bon à Bretenoux. Note, la maison de l'oncle du Midi, deux points. Voir le roman d'un enfant et prime jeunesse. Reprise et démolir la maison de l'oncle Bon à Bretenoux. Et il était temps d'aller faire ses adieux à tous ces vieux souvenirs. J'étais partie de Martha la veille et arrivée le matin même à Bretenoux. Depuis Périgueux, au lever du jour, avec émotion, j'avais commencé à regarder aux portières les paysages oubliés de mes vacances d'autrefois. Brive, Turenne, les Quatre Routes, Saint-Denis. À Saint-Denis, je prends place dans le coupé de la diligence campagnarde et me voilà en route pour Bretenoux par Vérac et Puybrun. Un temps splendide, un beau et chaud soleil. Toutes mes impressions d'enfance me reviennent à chaque pas. Voici les coteaux plantés de vignes et de châtaigniers, les champs de blé noir, les villages de montagne vieux et pittoresques, avec leurs murs de pierre rouge et leurs hautes toitures d'ardoise, chaque pays a sa couleur de pierre. Le granit breton est d'un gris triste, couleur de ses légendes, la pierre du Quercy est d'un rouge chaud et doré. Chaque pays aussi a ses senteurs à lui, et ses plantes, et ses types paysans. Salut aux hommes bronzés, aux types auvergnats, aux femmes brunes, coiffées du large chapeau traditionnel, ou portant sur la tête les grands vases de cuivre. Voici la Dordogne qui paraît, au milieu des hauts peupliers. Voici Castelnau, qui se dresse dans le lointain, au-dessus des vapeurs matinales. Voici le vieux clocher de Bretenoux, le pont suspendu, et la fraîche serre, bruissant sur son lit de cailloux blancs. Émotion d'arriver, rien de changé dans le village, mais personne sur la route. Ce n'est plus la joyeuse bienvenue d'autrefois. Voici Bons, pourtant, qui court au-devant de moi, ému aussi de mon arrivée, et nous nous acheminons ensemble vers sa demeure, par les vieilles petites rues de Bretenoux. Tout me semble plus petit, plus triste et plus silencieux qu'autrefois, et j'entre le cœur serré dans la maison de l'oncle Bon. Bons a eu le temps de faire toilette pour la dernière fois à cette demeure, qu'elle habitait seule depuis quelques années, et qu'elle va quitter pour n'y plus revenir. Elle l'a remplie de fleurs pour mon arrivée. En outre, elle m'a fait préparer des repas somptueux, au vin fin, et les voisins par-dessus le marché, qui m'ont aimé enfant, ont envoyé en mon honneur des paniers de fruits délicieux. Nous sommes en parfaite communion d'idées, Bons et moi, causant de tout et tombant d'accord sur tous les sujets, mais il nous semble étrange de nous retrouver tous deux seuls, après tant d'années dans cette salle à manger jadis si remplie, et qui voit avec nous ces derniers jours. Et brusquement, nous passons de la plus extrême gaieté à la rêverie la plus profonde. Les conversations en patois sous les porches, je les comprends encore. Je reconnais ces mêmes voix, tous ces bruits de la rue. Je reconnais ces coups réguliers que frappe sur son métier le tisserand d'en face, le pauvre Tanou qui me serre les mains avec des larmes dans les yeux. Plus loin, c'est la vieille Jeanne qui m'embrasse de tout son cœur. Que de bonnes poignées de main à tout ce monde. Visite aux Tracy, mes petits camarades d'il y a 15 ans. Toutes nos journées se passaient ensemble, en chasse aux papillons, en courses folles dans les vignes mûres, où nous nous bourrions de raisins dorés. Au lieu de ces 4 enfants dont j'avais gardé le souvenir, je retrouve un jeune notaire et 3 pauvres filles à la mine triste et grave, en longue robe de deuil. Il y avait chez Bons une lettre de madame Roberti pour moi, m'engageant à passer à Saint-Médard la journée du lendemain. Note, Saint-Médard de Presque, à une dizaine de kilomètres au sud de Bretenoux. Reprise. Dans ce moment, la présence de cette femme est une note fausse dans ce concert de souvenirs. Elle me dérange et m'ennuie. C'est à 2 heures environ que nous nous mettons en route, Bons et moi, pour Castelnau. Nous passons le ruisseau et la chapelle de Féline. Nous voici dans la montagne, gravissant sous des chênes magnifiques les sentiers de terre rouge bordés de campanules et de fougères. Ce voyage a été si imprévu et si rapide
Ce temps calme et chaud qui me ramène aux étés d'autrefois est si extraordinaire qu'il me semble marcher dans un rêve. À mesure que nous nous élevons, l'air devient plus vif et plus pur, l'horizon bleu s'agrandit, les collines s'élèvent par-dessus les collines, tout ce qui est loin semble monter avec nous et s'étager dans les airs. Le soleil est radieux et brille comme un soleil d'août, avec je ne sais quoi de plus triste qui ne se peut définir. Nous arrivons dans ce vieux petit village de Castelnau qui semble s'être immobilisé depuis plusieurs siècles et dont l'aspect ne m'avait jamais frappé comme aujourd'hui. Singulier petit village où tout est rouge ardent, le sol, la terre et les pierres, petite ruelle bizarre où chaque pierre a son histoire et son blason. Personne à l'entrée du château. Nous ouvrons la grande porte d'honneur et nous voilà seuls, errant sur les grandes terrasses désertes. Nous avons bientôt tout visité, tout parcouru, sans rencontrer âme qui vive. Les immenses galeries pleines de décombres, où nichent les hiboux et les pigeons ramiers, les grandes salles encore couvertes, sombres avec leurs boiseries peintes dans le style de la Renaissance, leurs sculptures de chêne doré, et certains petits appartements au plafond bleu de ciel semé de marguerites dorées, où je venais jadis m'enfermer avec je ne sais quelle frayeur des ruines, où je rêvais du Moyen Âge en regardant par la fenêtre les admirables paysages qui se déroulaient sous mes pieds. Le soleil, qui s'abaisse à l'ouest sur les montagnes de la Corrèze, jette des lueurs plus dorées sur la masse imposante et silencieuse de Castelnau. Au-dessous de nous, l'immense paysage change d'aspect, et les vallées s'emplissent déjà d'ombres mystérieuses. J'ai peine à m'arracher à ce lieu favori de mes rêves d'enfance, à ces grandes ruines que les voyages et les années m'avaient fait oublier et que sans doute je ne viendrai plus revoir. Il est presque nuit quand nous rentrons à Bretenoux. Après le souper fin, nous grimpons, Bons et moi, au clair de lune, sur le coteau des Glanes. Comment exprimer tout ce que ce seul nom, la route des Glanes, éveille en moi de souvenirs oubliés de belles nuits d'été, d'impressions fraîches de jeunesse que les mots ne savent plus rendre. Ce soir, la pleine lune éclaire à souhait les campagnes, comme pour que nous ne perdions rien de cette promenade d'adieu, et les montagnes les plus lointaines dessinent nettement sur le ciel leurs contours bleuâtres. Un hibou nous poursuit, en poussant des cris lamentables dans les châtaigniers. Bons trouve la chose de mauvais augure. Nous redescendons à Bretenoux, que nous traversons pour prendre dans la direction opposée le chemin de Bonneviole. C'est sur cette route de Bonneviole que mes souvenirs me rappellent le plus de chants de grillons et le plus d'étoiles. Un soir, nous avions fait là plus le diable que de coutume, les petits Tracy et moi. Nous nous étions mis des cornes de mouton, et ainsi coiffés, nous revenions de Bonneviole en nous donnant tous la main. Nous chantions cette romance sentimentale. L'astre des nuits dans son paisible éclat, etc., sur un air très sautillant de notre composition, et nous dansions en mesure. Samedi 1er novembre, jour de la Toussaint, lendemain. Même temps radieux que la veille, on se croirait en été. Je m'émerveille du bruit du métier de Tanou, le tisserand d'en face. Dans cette chambre où tous les objets me rajeunissent de 15 années. Promenade matinale à la Bourgnatelle. À 10 heures, Amédée Tracy vient me prendre, et nous rôdons ensemble dans Bretenoux, où la nouvelle de mon arrivée a circulé depuis la veille. On regarde beaucoup mon uniforme, de petits camarades paysans d'autrefois, associés à nos jeux bruyants et à nos parties de cache-cache, aujourd'hui des hommes mûrs, viennent me tendre la main en disant « Bonjour, monsieur Julien ». Ce qui nous ennuie, bon, c'est moi, c'est cet après-midi à passer à Saint-Médard. Nous aimerions mieux Bretenoux et la paix. Vers 2 heures cependant, Bons est en grande toilette, prête à partir, et la voiture de Marie Roberti se présente à notre porte. Nous avons fort bon air, prétend Bons, en traversant Bretenoux, étendu dans cette voiture, et ce confort lui suggère l'idée de me parler d'un mariage avec la belle veuve de Saint-Médard.
Le fait est que j'éprouve moi-même un instant de tentation. Être maître et seigneur à Saint-Médard, faire à Bretenoux des entrées de propriétaire, acheter Castelnau qui est en vente à un prix dérisoire, et habiter là-haut dans la tourelle la chambre au plafond bleu semée de marguerites d'or. Nous filons par la route de Bonneviole, contournant la montagne de Castelnau, par la délicieuse vallée. Il fait un tel temps d'été, et ce pays que nous traversons est si charmant, que notre mauvaise humeur contre Marie Roberti est bientôt dissipée. Saint-Médard est incontestablement le petit trou le plus pittoresque qu'on puisse imaginer. Petit hameau à peindre, avec son vieux clocher perdu dans la montagne. Tous les gars du village sont réunis devant l'église et jouent aux boules. La maison de Marie Roberti a fort grand air seigneurial. Tout y est joli. L'ameublement, la situation et les jardins, tracés dans le style d'autrefois, avec d'épaisses charmilles et des bosquets de jasmin. Marie R est extrêmement élégante dans sa longue traîne de deuil et nous fait le plus charmant accueil. Promenade d'1 heure, expédition dans une grotte fort remarquable. La voûte en est soutenue par une colonnade de stalactites qui brille à la lueur de nos bougies de tous les feux de l'arc-en-ciel. Cette grotte s'ouvre dans des gorges sauvages, au pied de roches à pic qui rappellent la nature rude et agreste de la Savoie. On a, de ces hauteurs, une vue incomparable de Castelnau et de tout le pays de Bretenoux. Toutes les montagnes du Quercy font ce soir un effet féerique aux dernières lueurs rouges du soleil couchant. Au bout du jardin de Marie Roberti, dans certains pavillons très charmants, meublés en style Louis XVI, Marie me tend une fleur pour mettre à ma boutonnière. Je prends la fleur et la main, et j'embrasse la main. La nuit venue, beau clair de lune d'été, avec chant de grillons. Marie nous promène dans ses jardins, nous nous trouvons, elle et moi, un instant seuls. Elle me reproche amèrement la dernière lettre que je lui ai écrite à Paris. Je lui demande pardon, et elle me tend sa main que j'embrasse encore. On attelle à 9h30. Il est décidé que Marie et sa sœur viendront par ce beau temps nous conduire à Bretenoux. Adrienne grimpe à côté du cocher, Bons et moi nous prenons place derrière, et Marie s'assied entre nous deux, presque sur mes genoux. Une grande couverture de voyage est étalée sur nous trois. Sous la couverture de voyage, je prends la main de Marie Roberti. Elle a un tressaillement nerveux, jouant la surprise et l'effroi, un mouvement comme pour me la retirer, puis elle me la laisse. Et tout le temps que dure le trajet, Marie tient ma main dans les deux siennes et la serre contre son cœur avec des étreintes fébriles. Je sens sa main à elle et ses bagues qui s'enfoncent en tremblant dans la manche très large de ma chemise. Elle prend mon poignet d'abord, puis tout mon bras nu dans sa main. Elle est comme grisée de ce qu'elle fait. Elle se renverse en arrière avec un rire nerveux et répond aux questions de Bons des choses incohérentes. La vitesse de cette course en voiture, ce beau pays de montagne que nous traversons au clair de lune, ces caresses de cette main de femme me grisent un peu moi aussi, et je m'abandonne en fermant les yeux. C'est le seul instant de ma vie où j'ai aimé Marie Roberti. Dans cette situation, je vois passer sous les grands arbres la grille du domaine de Ramée, que je n'avais pas revu depuis 15 ans. Ramée, le domaine des petits tracis, où nous venions dévaster les vignes dorées et faire tant de joyeuses gambades au beau soleil de nos vacances. Nous approchons de Bretenoux, la main de Marie serre une dernière fois mon bras, et puis se retire. Nous arrivons dans la vieille maison de l'oncle Bon. Marie et Adrienne descendent un instant s'asseoir dans le salon de Bon, et en repartant à 11h, Marie me tend ses deux joues devant tout le monde, avec un certain air solennel, qui veut sans doute dire beaucoup de choses. Si je n'avais la conviction d'être oubliée d'elle dans 15 jours, je me reprocherais cette soirée comme une mauvaise action. Dimanche 2 novembre.
Vrai jour des morts, gris et sombre, pluie fine et froide. En ouvrant ma fenêtre le matin, je ne reconnais plus Bretenoux sous ce soleil d'hiver. Je passe ma matinée à rôder dans le quartier comme autrefois quand j'étais enfant. J'entre chez Tanou et plusieurs fois chez la Jeanne. Je visite sa maison de fond en comble, ses grandes armoires où nous nous renfermions, son grenier où nous jouions à cache-cache. Partout je me retrouve chez moi, et la vieille Jeanne est ravie. Je veux parcourir ensuite tous les coins et recoins de la maison de l'oncle Bon, où rien n'a été changé depuis 15 années, et qu'on va bouleverser et démolir. Je visite même son immense grenier, où autrefois nous traînions des chênes pour faire les revenants et le sabbat, et les petites lucarnes d'en haut, d'où la vue donne sur la place carrée de Bretenoux, vrai décor du Moyen Âge, avec ses porches antiques et sa vieille horloge. Pauvre vieille maison, avec son escalier monumental, ses rampes de fer forgé, ses grandes boiseries de chêne et de châtaignier, tout ce qui est là, tous les détails de ce qu'on va détruire, jusqu'aux lézardes et aux taches du mur. Tout éveille en moi les souvenirs des beaux étés d'autrefois. Beaux étés de mon enfance, tout ensoleillés, tout remplis de senteurs méridionales, de chaudes effluves, d'air pur de montagne, de parfums de septembre et de raisins dorés. C'est étrange de revoir tout cela dans le triste automne de ma vie. Note, Julien Viau n'a pas encore 30 ans. Reprise. Dans le triste automne de ma vie, par une journée froide de novembre, et pour la dernière fois. Bons est fort empressé à emballer pour moi dans une caisse un poulet gras de sa basse-cour et quelques-uns des présents dont les voisins m'ont comblé, pommes, noix, raisins, etc. J'ai déjà dessiné la rue de Bonneviole et la maison de l'oncle Bon. C'est son jardin maintenant que je veux revoir avant de partir. Bons m'en remet la clé et je vais seule faire là ma visite d'adieu. Hélas, c'est bien ce jardin où je passais mes longues journées d'enfant à chasser les papillons, et qui me semblait si grand alors, comme il me semble petit aujourd'hui, aigri et triste et désolé. Voilà bien le coin aux orangers et aux cactus, la haie de groseilliers et l'enclos des luzernes, aujourd'hui abandonné, qui me semblait si vaste autrefois, où, au grand soleil d'été, sur les luzernes fleuries, couraient des papillons inconnus. Au fond, le berceau de vigne, où je venais souvent m'asseoir, où un beau jour et pour la première fois j'avais écrit à mon frère, à Poulot Condor, que ma résolution était prise de me faire marin. Par-dessus ce mur du fond arrivaient certains papillons jaunes et noirs avec des reflets irisés qui se posaient un instant sur les raisins mûrs, puis reprenaient leur course rapide et disparaissaient sans se laisser attraper jamais. Les montagnes de Castelnau et de Saint-Michel sont toujours là, dominant le jardin de l'oncle Bon. Mais aujourd'hui, elles ont un air morne et lamentable sous le ciel de novembre. Voici là-bas ce coin de mur éboulé, où j'avais l'habitude de me hisser autrefois, pour regarder les campagnes silencieuses, qui miroitaient sous l'ardent soleil. De ce coin surtout, on voyait Bory. Bory, le domaine de mes petits camarades, Henri et Albert de Sainte-Fortunade. Bory, où nous faisions toutes sortes de sottises et de folles entreprises avec l'aide d'un domestique ancien soldat qui servait tous nos caprices. Bory, avec son grand portail cintré, blanchi à la chaux, qui me rappelait les gravures des pays arabes et me faisait rêver de l'Algérie alors inconnue. Bory, où des prairies d'herbes sèches, semées de marjolaine, me faisaient rêver des savanes et des pays exotiques brûlés par le soleil. Bory, revu l'hiver dans mes rêveries de collège. Bory, toujours mêlé dans mon souvenir à certains papillons jaunes aurores d'une grande rareté et à certaines notes d'un chant triste entendu à Bretenoux dans le silence de midi. Il y a dans l'imagination des enfants des choses qui ne s'expliquent pas,
des conceptions vagues qui ne se peuvent exprimer et qui sont comme les souvenirs incomplets d'une existence antérieure. Dans mon imagination à moi, étaient intimement liées ces trois choses, le chant triste de midi, le papillon jaune aurore et le domaine de Bory. Ces trois choses étaient comme le point de départ de rêveries mystérieuses, mêlées de beaucoup de soleil, de pays exotiques et d'étranges tristesses. Bory, aujourd'hui, me semble si près de moi et de mon coin de mur éboulé, que j'ai peine à le reconnaître. De plus, il a, comme tout ce qui l'entoure, pris un air sinistre sous ce ciel du jour des morts. Je quitte tristement le jardin et me retourne en partant pour jeter un regard dernier sur tout cela que je ne reverrai plus. C'est comme une impression de la mort, de la fin de toute chose. Je fais mes adieux à la Jeanne, à Tanou, à tout le voisinage. On attelle la vieille jument blanche des Tracy, et nous voilà partis, Bons et moi, en voiture découverte, moi conduisant. Nous passons sous les porches au milieu de la foule du dimanche, la pluie tombe sur nous, froide et drue. Au pont de Maule, sur la Dordogne, où nous arrivons trempés, je descends avec ma malle au coin d'un chemin et fais mes adieux à Bons, qui s'en retourne. Une grande heure passée là, au pont de Maule, à attendre le courrier de Beaulieu, qui doit me conduire à la station de Saint-Denis. La nappe brillante de la Dordogne serpente au loin, au milieu de grands arbres humides aux feuilles jaunies, et, au-dessus, se dessine la montagne de Castelnau, avec la silhouette familière de son vieux château. Une heure de réflexion triste, de rêverie du passé. Voici enfin le courrier. Note une diligence qui débouche sur la route de Beaulieu. Il est chargé de voyageurs jusque par-dessus l'impériale. C'est la date de l'appel au corps. Note. Convocation des appelés du contingent pour le service militaire. La date de l'appel au corps. Les conscrits sont juchés jusque sur les malles et je ne trouve de place que là-haut, en plein vent, parmi eux. Les conscrits me reçoivent dans leur compagnie avec tous les honneurs dus à mes galons d'officier. Ma qualité de marin, surtout, paraît exercer sur eux un grand prestige, et ils veulent absolument me faire un abri de leur manteau. Il y a de jolies têtes intelligentes parmi ces garçons, qui chantent très fort, avec des larmes dans le cœur, comme c'est l'habitude des conscrits. La pluie reprend et tombe en vrai torrent pendant les 2 heures que dure la route. Je crois de mon devoir de me mouiller consciencieusement, en marin et en officier, et je conte à mes compagnons de voyage des histoires fantastiques, en les fournissant de cigarettes. Nous traversons très bruyamment Bétail et Vérac, dont les habitants, attirés par les chants des conscrits, sortent aux portes et reçoivent des douches sous les gouttières. En somme, un voyage des plus gais et des plus comiques, sous un déluge invraisemblable. Adieu Bétail, adieu Vérac, adieu le pays, crient les conscrits en agitant leurs chapeaux tout goûtant de pluie. Nous passons au pied des hauts rochers du camp de César et nous arrivons à Saint-Denis absolument trempés. En chemin de fer, le vin du Quercy aidant, l'enthousiasme que me témoignent mes nouveaux amis s'exalte jusqu'au délire. À Brive, je prends congé de cette joyeuse escorte qui se dirige sur Tulle. Entre Brive et Coutras, changer de costume. J'arrive à Coutras dans la tenue d'un touriste. Plus rien de l'officier de marine. On ne me donne guère que 20 ans dans ces tenues-là. Coutras, 11 heures du soir. Un froid de loup, tout est fermé dans la ville. Je rôde autour de la gare, cherchant inutilement un hôtel où me réfugier. De braves soldats voient mon embarras et m'offrent l'hospitalité dans un corps de garde improvisé à la gare même où on se chauffe aux frais du gouvernement.
Ils sont là 5 braves garçons, 4 hommes et un caporal, c'est le nombre classique, en compagnie desquels je passe la nuit à causer, devant un feu réjouissant. Je me repose et sèche mes vêtements devant la flamme joyeuse. Mes hôtes me comblent d'attention et de prévenance. On vient les chercher d'heure en heure pour les trains de conscrits qui passent. Inutile de songer à s'endormir, mais je suis dans de si heureuses dispositions d'esprit que cette nuit blanche ne me cause pas une minute d'ennui. À 6 heures du matin, le buffet étant ouvert, j'emmène mes 5 amis boire avec moi le coup de l'étrier. Note. Verre que l'on boit juste avant le départ, avant de mettre le pied à l'étrier. Puis je leur serre la main et monte en voiture. Temps splendide pour traverser la Saintonge, arrivé à Rochefort à 11 heures. Je me présente à la majorité dans l'après-midi. On m'attache à la division comme officier de gymnastique. Les premiers jours du mois, il y a grand tapage au quartier, passé le canon de retraite. Les matelots, tous gris sans exception aucune, rentrent par bandes, aux heures les plus prohibées, à toutes les heures de la nuit. Ils chantent, chacun suivant sa nationalité, les airs aimés du pays natal. Des airs du Midi, des chansons basques, ou bien de tristes mélopées bretonnes, qui semblent de vieux airs de biniou, légués par l'Antiquité celtique. Ils chantent et ils pleurent, ils se disputent ou s'attendrissent, se battent ou s'embrassent, et finalement roulent dans le ruisseau. Ces dames des basses rues passent ces soirs-là de mauvais quart d'heure. Il en est qui viennent tout échevelés, implorer la protection de monsieur l'adjudant-major et le secours de la patrouille pour débloquer leur établissement. L'adjudant-major, surtout quand c'est moi, est toujours du parti des matelots et répond avec courtoisie. Ce sont, mesdames, les petits désagréments du métier, qui sont compensés convenez-en par de grands avantages. Nous ne pouvons rien pour vous. Et ces dames s'en vont en jurant, accompagnées par des éclats de rire, des huées joyeuses de matelots et une grande quantité de facéties dans le goût de Rabelais. 2 jours après la paye, les marins n'ont plus le sou. Et quand la retraite est battue, le silence se fait dans la vieille caserne. Un silence profond comme celui de ce soir, et tous les souvenirs de la vie se réveillent dans ce grand calme de la nuit. Cette retraite des marins, qui rentrent si bruyamment chaque soir, suivis par tous les gamins du quartier, me rappelle aussi de lointains souvenirs d'enfance. Autrefois j'aimais l'entendre, celle des soldats me laissait indifférent, tandis que j'écoutais celle des matelots s'éloigner d'un pas rapide par les basses rues qui mènent à Saint-Maurice. Et j'éprouvais de ces indéfinissables impressions d'enfant qui sont comme les révélations mystérieuses de ce que plus tard l'homme deviendra. 27 novembre. Les routes sont gelées, 8 kilomètres au pas de gymnastique avec les marins de la division. Ils sont là 80 jeunes hommes de 20 à 25 ans, lestes et vigoureux, que je ramène de cette expédition exténués et haletants. Et c'est à peine si la sueur me perle au front. Cela me rassure sur mes 30 ans, qui bientôt vont sonner. Le pâle et triste hiver qui arrive menace d'être long et rude. Le train de vie monotone de la division, le service de la gymnastique et de la salle d'escrime, comme en 1875 et en 1877. Comme à ces 2 époques de ma vie, je cherche à tromper mon ennui de toute chose par l'exercice et la saine fatigue du corps, qui est le repos de l'esprit. Mes souvenirs de Bretagne s'éloignent et s'embrument. C'est une période finie. Les roches de granit, les forêts de hêtres et Rosporden prennent les teintes vagues des choses passées, se mêlent dans ma mémoire et dans mes rêves aux minarets de Stamboul, aux sables d'Afrique, aux plages blanches de la Polynésie. Je revois passer les écueils connus, les feux de la côte, la pointe de Bretagne avec ses grandes roches sombres fantastiques, les naufrages d'Ouessant, les soirs d'hiver, le vent d'ouest qui gronde sous le ciel noir à la tombée des nuits de décembre. J'éprouve une grande solitude, cette vie douce et régulière de la famille que j'ai tant aimée et que j'aime tant encore, la présence de ma chère vieille mère, les habitudes tranquilles du foyer
Tout cela me cause, par instants, une singulière mélancolie. Ce qui me manque autour de moi, c'est l'élément jeune. Ma maison est triste l'hiver. J'étouffe dans cette atmosphère sans jeunesse et sans vie. Note intercalée. Dans ce passage daté de décembre, si je lisais encore, mais il y a des années que je n'ai pas ouvert un livre, reprise. Cette atmosphère sans jeunesse et sans vie, il me faudrait par moments mes camarades bruyants d'autrefois, nos tapages nocturnes, nos vacarmes par les rues. Et je passe des heures le soir, à genoux devant le feu, au pied de ma vieille tante de 91 ans, à lui faire conter des histoires du temps passé. Poésie composée par ma grand-mère, il y a environ 80 ans, et écrite sous la dictée de tante Lalie, sa fille, âgée de 91 ans, le 3 décembre 79. Lecture. Te Deum. Notre voix te bénit, notre cœur te révère, grand Dieu, souverain Maître, inconcevable Père. Tes enfants répandus en 100 climats divers t'adorent, comme roi de ce vaste univers. Etc., etc. Suite. Rochefort, 4 décembre. Lettre en italique à Marie Roberti. À Marie Roberti. Dans ma famille, on s'occupe beaucoup de me marier. On m'a proposé déjà un certain choix de jeunes filles plus ou moins laides, plus ou moins dotées et ornées de talents d'agrément, entre lesquelles mon cœur est demeuré indécis. Moi aussi je voudrais me marier pour voir autour de moi de petits enfants et ne plus redouter de vieillir seule. Mais je voudrais les enfants sans la femme. Et là est le difficile. De petits enfants à chérir et une vie paisible à la campagne. C'est là aujourd'hui mon dernier rêve. Et il y a encore des gens qui me considèrent comme un garçon très romanesque. Ma sœur vient de m'écrire que vous avez renoncé à votre projet de retourner à Paris et que vous passerez l'hiver à Saint-Médard. Je ne puis vous dire que j'approuve votre décision, n'ayant aucun droit d'approuver les choses que vous faites. Je vous dirai seulement que je l'apprécie beaucoup et que je vous en affectionne davantage. 4 décembre au soir. Tempête d'ouest-sud-ouest. La Moselle est en route pour Brest et passe devant la côte du Portugal, parage sans abri. J'ai peur pour mon pauvre frère. Des jours bien sombres viennent de passer, des nuits d'insomnie et d'angoisse, qui me laissent encore après le danger passé des souvenirs sinistres qui ont peine à s'effacer. Après la tempête du 4 décembre, la Moselle n'arrivait pas. On n'en recevait nulle part aucune nouvelle. C'étaient des nuits bien terribles, parmi lesquelles la nuit du 17 au 18 décembre m'a laissé le souvenir le plus lugubre. Un soir, au milieu de cette inquiétude sombre, une lettre bordée de noir m'apprit la mort de madame Jeanne Latrobe. C'était un bien petit incident dans ces moments d'anxiété cruelle, et pourtant il m'impressionnait d'une manière inattendue. Jeanne Latrobe, la fraîcheur de la jeunesse, l'ardeur de vivre dans toute sa force. L'hiver dernier, dans nos soirées, dans nos parties de campagne, nous avions ébauché un roman coupable. Elle était partie en me donnant à Montauban un rendez-vous plein de promesses et de conventions mystérieuses. Je songeais souvent à ce rendez-vous avec un trouble qui ressemblait à de l'amour. Je me gardais ce rendez-vous pour plus tard, comme on se met en réserve de bonnes choses pour l'avenir. Et il y a 10 jours à présent que sa beauté et sa jeunesse ardente sont couchées dans la terre. 25 décembre plus 20 jours. Jour de Noël passé à Mata. Beau soleil de décembre. Déjà Noël. Les semaines passent vite, toutes semblables, tristes, incolores, et je n'ai le courage de rien, même plus d'écrire. Je revois, comme très lointain dans le passé, mes jours de soleil, de liberté et d'amour. Tout cela m'apparaît comme fini à jamais, comme un vague souvenir d'une autre existence. L'ennui me ronge tout doucement. J'ai peur de vieillir. Conte par Sarah Bernard. Ce texte est écrit par Sarah Bernard en 1879. Toutes les fées étaient réunies autour du berceau d'un enfant. Le père et la mère écoutaient émus et respectueux les souhaits de chacune d'elles. Enfant, tu seras beau, grand, bien fait.
Tu porteras des couronnes d'or, tu seras héros. La foule t'acclamera. Tes admirateurs en délire traîneront ton char. Tu feras rire, pleurer, trembler, tressaillir les peuples. Les poètes égrèneront leurs perles à tes pieds. Les musiciens accorderont leur lyre pour chanter tes louanges. Tu seras aimé par 100 héroïnes diverses. Le poison, le poignard seront impuissants contre toi. Ta renommée traversera les monts et les océans. La mer, M-E accent grave R-E, était tombée à genoux rendant grâce aux fées. Mais la porte s'ouvrit brusquement et la fée des gloires éternelles apparut. Je ne puis, dit-elle, reprendre les présents de mes sœurs, mais, pour vous punir de votre oubli, voilà quel est mon souhait. Les couronnes d'or seront de carton. Il rira, il pleurera, il aimera, mais par la volonté d'un autre. Ceux-là même qui l'auront acclamé lui refuseront cruellement le signe distinctif donné aux citoyens d'élite. Le peuple, dont il sera l'idole, le brisera dans sa pleine gloire et l'entraînera tout frémissant des bravos de la veille au char de son nouveau héros. Ses lauriers se changeront sur sa tête en fleurs d'immortel. Il mourra dans la tristesse et dans l'oubli, ne laissant rien de lui. Que sera-t-il donc? S'écria le père, terrifié. Il sera comédien. Alors, la fée de la mort se leva tristement. Enfant, je te vengerai, dit-elle. Après ta mort, on écrasera l'artiste naissant du poids de ton souvenir.